bienvenue à cet atelier donc, formation qui s'intitule exactement La formation au numérique en santé, une priorité pour relever les enjeux de demain. Donc cet atelier sera co-animé par le professeur Patrick Nataf, qui est donc chirurgien cardiaque, vice-président délégué innovation pédagogique, mais aussi de responsable pédagogique du DU Métaverse en santé. Et moi-même, donc, je suis consultante e-santé, j'accompagne Interaction Healthcare sur cette journée à laquelle vous participez. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout le monde sait que, bien sûr, à l'ère de la digitalisation, le paysage de la santé subit une véritable métamorphose. Et il y a des domaines comme la télémédecine, j'y reviendrai juste après, mais aussi maintenant l'intelligence artificielle, qui sont des domaines effectivement qui se sont imposés. C'est le cas de la télémédecine durant la crise Covid. Et puis l'intelligence artificielle qui s'impose progressivement maintenant, donc au niveau de nos systèmes de santé modernes. Cependant, il est évident que, et les intervenants ne me contrediront pas là-dessus, que leur pleine intégration, elle va soulever un problème, un défi majeur, c'est la formation. Et donc, il faut penser bien sûr à sensibiliser les étudiants, donc qu'ils soient en pharmacie, en médecine, en maïeutique, les sensibiliser très tôt à ces nouvelles technologies, ces nouvelles méthodes. Mais il ne faut pas penser qu'à ces étudiants. Il y a aussi aujourd'hui des professionnels de santé qui sont sur le terrain et qui sont donc plus aguerris, qui sont en activité. Et une formation continue, bien sûr, devra leur permettre d'adopter, de s'adapter à ces nouvelles technologies également, de manière à ce que le fossé numérique ne se creuse pas davantage entre les générations. Donc, l'intégration d'une formation initiale et aussi d'une formation continue, eh bien, ça s'avère aujourd'hui pas seulement nécessaire, c'est vraiment devenu impératif. Et aujourd'hui, cette formation, donc initiale ou continue d'ailleurs, je vais dire formation au sens large, c'est quelque chose d'impératif, de manière à bien préparer les professionnels de santé actuels et ceux à venir, à naviguer dans ce paysage donc, qui est en constante évolution, à utiliser ces innovations de manière intègre, de manière éthique, et ce, bien sûr, au bénéfice des patients, donc pour une meilleure prise en charge donc, de ces patients. Je te passe la parole, Patrick. Oui, tout ce qu'Evelyne vous a dit, ça va être extrêmement important. Comment se former? Alors, avant de se former et de faire de la formation initiale, il faut déjà que ceux qui vont former soient formés. Et le numérique, en fait, c'est extrêmement vaste, et c'est ça dont on va parler du moins toute la séance. Ça veut tout dire, et ça veut être une vision du futur également. Donc là, moi, je vais juste lancer un petit truc pour vous dire comment moi je vois le futur et est-ce que ça représente ce que vous attendiez? Parce que qu'est-ce que c'est que le numérique en santé? Ça, c'est ce qu'on va poser à nos intervenants. Ils vont discuter, ils vont nous dire ce que c'est pour eux le numérique en santé. Et c'est tellement vaste comme sujet, c'est que je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je vois le futur. Et après, on pourra discuter. Alors, comment je vois le futur? Vous pouvez lancer les diapos, s'il vous plaît. Alors nous, déjà à l'Université Paris-Cité, on a lancé quelque chose qui s'appelle une plateforme de pédagogie immersive interdisciplinaire. Et cette plateforme de pédagogie immersive interdisciplinaire, elle va servir à former surtout les formateurs. C'est bien avant la formation initiale, et donc on va travailler là-dessus. Mais vous allez voir que d'autres intervenants ont déjà envisagé ça et ont déjà fait. Par contre, qu'est-ce que c'est que le numérique? Le numérique, pour moi, c'est beaucoup plus que les applications qu'on a l'habitude. C'est beaucoup plus que toutes les réglementations dont on nous parle. C'est une vision du futur parce qu'il n'y a pas de limite au numérique. Et là, je vous montre quelque chose. C'est, par exemple, je vais vous demander de vous téléporter, de rentrer en immersion dans mon service. Je suis chirurgien cardiaque, en plus d'avoir les fonctions universitaires. Et je vais juste vous dire comment ça se passe. Bonjour à tous, je suis dans le labo LabComLynx qui nous permet de transposer en réalité mixte dans cette salle, avec Erwan en même temps, dans ce laboratoire. Là, on va directement aller dans le bloc opératoire. Je vais cliquer sur la petite bulle de réalité qui va permettre de rentrer dans un bloc opératoire. Et là, mon avatar et celui d'Erwan sont dans le bloc opératoire. Donc, on
peut regarder à 360 degrés l'équipement du bloc opératoire, les infirmières qui travaillent, les chirurgiens et l'ensemble de la technologie. Avec Erwan, on va aller rejoindre Cédric qui lui est dans le service de réanimation de l'hôpital Bichat. Tu lances, s'il te plaît, ouais, comme ça nous on va bouger, on va se téléporter sans avoir trop besoin de bouger parce que je reste dans le labo en même temps. Et dès qu'on rentre, qu'on sort du bloc, on va se retrouver de nouveau. On remonte sur le labo, dans la réanimation, et là je suis dans la réanimation en étant en même temps dans le laboratoire, hein, c'est-à-dire que je fixe en réalité virtuelle. Voilà, je suis dans un couloir de réanimation et on arrive à absolument gérer tout. Alors, on se téléporte et en plus, comment peut-on devenir expert? Et par exemple, comment la télémédecine pourra être demain? C'est-à-dire, on rentrait en consultation maintenant. Parce qu'il y a la téléportation dans un lieu où on lance la peut bulle, travailler. attention. Et voilà, je suis dans le couloir donc, de l'hôpital Bichat. Donc, au bout, on voit bien qu'on a nos diplômes universitaires de santé connectés qui sont bien avec Boris Ancel, le professeur Boris Ancel qui dirige l'unité nutrition, le secrétariat qui est là, notre secrétaire qui travaille. On est au cœur de la santé numérique et on voit même Cédric qui est en face de nous et qui attend tranquillement pour la prochaine consultation. Maintenant, je vais passer directement dans la salle qui est de consultation avec Laura et Sobi. Laura, bonjour. Dites-nous ce que vous allez faire parce que moi je débarque et je voudrais voir ce qui se passe. Alors, je suis avec monsieur Mlei. Vous allez bien, monsieur? Oui, bien, et vous? Super, merci beaucoup. Alors, là, dans le cadre de votre hospitalisation de jour, vous êtes amené à rencontrer plusieurs intervenants. Donc, moi, je me présente, je suis Laura, diététicienne. Du coup, nous allons pouvoir faire un petit entretien diététique ensemble. Ça vous va? Oui, merci. Super. Bon, bah, c'est superbe. On va vous laisser continuer la consultation parce que on va terminer et c'est extrêmement intéressant ce qu'on vient de faire. Je vous remercie. Hein. Donc, on peut assister à une consultation, on peut être expert pour une consultation et on peut même apprendre des gestes techniques. Et pour les gestes techniques, en fin de compte, on peut le faire également. Et vous allez voir qu'on peut manipuler à distance des objets, on peut simuler et on peut apprendre par simulation. Pour la formation des chirurgiens, parfait, mais ça peut être pour la formation de tout acte technique. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, voilà ce que c'est que le numérique. Et avec l'intelligence artificielle, nos avatars n'auront même plus besoin de nous. C'est-à-dire le télé-expert pourra être partout, à tout moment, et on pourra faire de l'apprentissage comme ça. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est demander à nos intervenants qu'est-ce que c'est que pour eux la santé numérique, Evelyne. Oui, alors donc je remercie effectivement nos intervenants après cet intermède, on va dire ludique, qui nous tenait à cœur avec le professeur Patrick Nataf pour vous montrer un peu ce que sera effectivement peut-être l'enseignement de demain. Il l'est déjà aujourd'hui, en tout cas à Bichat. Donc je remercie donc tout d'abord Ella Gariani, qui est co-responsable au numérique en santé, à la délégation au numérique en santé, donc rattachée au ministère de la Santé. Le professeur Antoine Tenière, qui est directeur général donc, de Paris Santé Campus.
Bien sûr, donc le HESP est représenté aujourd'hui par 2 personnes, donc Odile Tillon-Forêt, qui est donc directrice de projet numérique en santé, et elle est accompagnée d'Alexandre Jaborska, qui lui est responsable formation management des technologies de santé, mais aussi responsable scientifique du projet DINUSA, dont ils nous reparleront après. Et donc toujours dans le cadre des projets, puisque le projet d'INUSA a répondu à un ami, un appel à manifestation d'intérêt, voilà, le CMA, donc compétences et métiers d'avenir, et le professeur Maurice Ayot, donc, qui est pneumologue et directeur de l'école de santé numérique de Montpellier, est également l'un des heureux lauréats de cet ami, sur lequel donc il reviendra. Et puis à distance, si vous pouvez nous mettre à distance le professeur Paolo Di Patrizio. Voilà. Bonjour professeur. Qui est directeur du département de médecine générale, directeur du département Grand Est de recherche en soins primaires, mais aussi membre du conseil scientifique de la faculté de médecine, de maïeutique et des métiers de la santé de Nancy. Donc, merci à vous toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Donc, comme l'a dit effectivement le professeur Patrick Nataf, le numérique est quelque chose qui est extrêmement vaste. Il a parlé de formateurs, évidemment. Donc, comment aujourd'hui peut-on vraiment former déjà les formateurs qui vont dispenser les formations aux apprenants? Dans quel axe doit-on les former? Sachant donc que le numérique est tellement vaste que je ne pense pas qu'on puisse former les formateurs dans tous les pans du numérique en santé. Je fais une petite parenthèse, comme on ne peut pas, à mon sens, être spécialiste dans tous les pans du numérique en santé non plus, je ne parlerai même pas d'expertise. Et la dernière question que l'on pourrait se poser, après la discussion avec nos intervenants, c'est que est-ce que, à terme, alors je ne sais pas si c'est moyen terme, long terme, on devrait peut-être considérer le numérique en santé comme une nouvelle discipline, comme une discipline telle qu'on les connaît depuis des dizaines d'années. Et effectivement, de ce fait, un enseignement qui devrait peut-être se faire dans des organisations spécialisées, voire même exclusivement dans les universités. Donc, est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez nous éclairer sur ces différents propos, multiples, certes, mais est-ce que vous pourriez nous donner votre avis là-dessus? Donc, Ella, je te donne peut-être la parole déjà. Oui, alors vaste sujet, hein. Merci beaucoup pour l'introduction. Peut-être pour commencer par les bases logiques un petit peu de la formation au numérique en santé. On l'a dit, le numérique en fait est entré dans la pratique des professionnels de santé depuis 15-20 ans maintenant. Il est déjà en fait un objet qui est utilisé quotidiennement et il y a déjà les impacts dans la prise en charge, dans le quotidien des professionnels, quelle que soit leur profession ou leur spécialité. Donc pour nous, le sujet, quand on a commencé à prendre l'angle de la formation des professionnels, c'était justement d'essayer de garantir une forme d'égalité dans l'accès des professionnels à ce savoir et à l'impact que ces nouvelles technologies pouvaient avoir dans leur pratique. Donc aujourd'hui, ce qu'on a mis en œuvre pour la première fois, c'est dans la formation de l'ensemble des professionnels qui ont vocation à intervenir dans le champ de la santé, médecins, infirmiers, masseurs-kinés, sages-femmes, vraiment toutes les professions infra-bac et post-bac des professionnels qui demain seront nos soignants. On a défini un socle commun, transverse, de connaissance des enjeux numériques et de leur impact sur la pratique. Ça va, on l'évoquera, de la sensibilisation aux enjeux sur la cybersécurité, à l'impact du numérique dans la prise en charge, à la sensibilité de la gestion des données de santé, des enjeux de traçabilité associés. On évoque aussi l'impact de l'intelligence artificielle, avec toujours cette idée de dire l'objectif, notamment en formation initiale, est de apporter à l'ensemble des soignants de demain un socle commun de connaissances et d'avoir une forme de
esprit critique associé à l'impact de ces technologies sur les pratiques. Parce qu'on le sait, ce qu'on va apprendre à des personnes en 2024, lorsqu'ils seront professionnels de santé sur le terrain, aura vraisemblablement largement évolué en termes de technologie, d'usage de solutions. Donc ça ne sert à rien d'apprendre à un futur médecin aujourd'hui en première année comment fonctionne la téléexpertise ou la téléconsultation ou quoi que ce soit, mais bien plutôt de lui apporter les clés pour pouvoir choisir l'impact de ces technologies dans son quotidien et dans ses pratiques. Donc, on a fait ça, vous me direz, c'est le b.a.-ba, clairement, c'est faire en sorte que dans l'ensemble des professionnels de santé, pour toutes les spécialités, il y ait un ensemble commun de connaissances sur le numérique. Et rien que mettre en œuvre ça, ça nous a nécessité une forme de convergence. C'est la première fois qu'on définit un socle commun de compétences pour toutes ces professions-là. Et ça a supposé qu'on travaille avec les doyens de l'université, avec les centres de formation, à la définition justement des modules pédagogiques, de l'ingénierie pédagogique pour y arriver. C'est pour ça qu'on a financé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt CMA pour compétences et métiers d'avenir, la mise en œuvre de ces formations. Et là, du coup, la rentrée de septembre dernier, c'était la première rentrée universitaire où les contenus de formation qui ont été conçus au cours des 2 dernières années ont pu rencontrer leur public. Et donc, on est là déjà dans une phase où on va déjà mesurer un petit peu comment ça s'est passé, cette première rentrée, qu'est-ce qu'on en apprend, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut la sécuriser, c'est-à-dire comment est-ce que demain, ce module de formation évolue comme tous les autres modules de formation. Alors, je ne sais pas, Evelyne, si on arrivera à dire carrément c'est une formation à part. Je pense qu'au contraire, l'angle que l'on a pris, c'est de dire c'est tellement transverse qu'il faut qu'elle se retrouve partout. C'est plutôt l'angle qu'on a retenu aujourd'hui. Et ensuite, en plus du sujet évaluer comment ça marche en première année et comment est-ce qu'on le pérennise, on a bien évidemment 2 autres sujets que j'imagine on évoquera ensemble cet après-midi. C'est le sujet de la formation continue. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ceux qui sont aujourd'hui dans leur cadre de pratique soient sensibilisés, voire formés pour devenir des experts de certains volets spécifiques du numérique en santé, on en parlera. Et puis également, comment est-ce qu'on aborde la formation un petit peu plus technique dans le champ du 3e cycle, des spécialités également, pour savoir quel est l'impact typiquement sur telle ou telle spécialité, que ce soit en chirurgie, en médecine générale aussi, parce qu'il y a des enjeux. Et donc qu'on attaque en dehors de ce socle commun, justement, les spécificités par corps de métier qui vont être amenées à évoluer au cours des prochaines années grâce à l'évolution des usages du numérique. Est-ce qu'au niveau de Paris Santé Campus, on est sur le même niveau de réflexion? Est-ce qu'il y a des choses complémentaires, supplémentaires? Nous, on essaye modestement de matérialiser l'action de nos directions centrales. Donc, évidemment, on suit cette trajectoire, bien sûr. Il y a plusieurs façons de répondre. Donc, il y a un panorama très large que vous avez fait, évidemment, en introduction de cette table ronde. Il y a évidemment ce qu'a dit Ella, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que tous les acteurs du système de santé sont aujourd'hui à niveau sur l'utilisation du numérique et sont demain capables de s'adapter aux évolutions du numérique. Ça, c'est un premier élément. Avant ça, ce que je voudrais repartager avec vous, c'est de voir dans les grandes évolutions qu'on connaît dans la santé, notamment, alors je ne vais pas repartir trop loin, mais sur le XXe siècle, on a vu des grandes disciplines. La biologie, sur laquelle on a construit énormément, la génétique, qui amène encore des progrès fascinants. Et puis, dans les 20 à 30 dernières années, l'élément différenciant, c'est le numérique. C'est devenu quelque chose, c'est important de le redire, évidemment de transversal, mais surtout de transformant, et qui nécessite que, comme les grandes disciplines qui ont construit la santé et la médecine qu'on connaît aujourd'hui, on les fasse rentrer dans le socle commun. Et c'est pour ça que l'initiative qui a été pilotée par la DNS est absolument centrale. Et donc, si on veut continuer à développer ces approches numériques, alors ça revêt beaucoup d'enjeux. Mais les 2 grands enjeux que j'aimerais retenir aujourd'hui avec vous,
un qui n'est pas directement le sujet de la table ronde, qui est la question de la donnée, donc la collecte, l'accès, etc. Et donc ça, on le traitera dans un autre moment. Et le deuxième, c'est la question des compétences. Parce qu'on ne peut pas imaginer de nouvelles approches, de nouvelles disciplines, de nouveaux grands changements sans accompagner justement cette question de la formation. Donc c'est pour remettre vraiment le côté tout à fait central de ce sujet de la formation et qui revêt peut-être un aspect encore différent de ce qu'on a connu sur les grandes disciplines dont j'ai parlé, pas uniquement parce que c'est une nouvelle approche, le numérique, mais parce qu'elle va avoir une dynamique qui est tout à fait particulière. Et on le voit particulièrement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui met une pression forte sur l'intégration rapide des cursus de formation, l'émergence de nouveaux outils extrêmement rapides, l'obsolescence très rapide également de technologies. Il suffit de voir les performances des modèles de langage qu'on utilise, mais c'est la même chose sur les approches de machine learning, etc. Donc j'intègre en fait cet élément-là dans le regard qu'on a sur la formation, parce qu'il va amener une approche tout à fait spécifique que Ella a évidemment abordé dans son propos, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de faire une maquette pour cette année, mais avoir des maquettes qui vont être capables de s'ajuster demain, après-demain et encore après-demain. Donc il y a cette question de socle commun qui est absolument indispensable parce que le numérique est complètement transversal dans nos vies quotidiennes, mais dans le système de santé également. Il y a cette question également ensuite d'aller former des gens qui vont avoir un peu plus de compétences que le socle commun dans les deux dimensions. D'un côté, des professionnels de santé qui vont comprendre le numérique, qui vont être capables de designer des algorithmes adaptés dans leur spécialité, leurs activités, etc., qu'elles soient administratives, on va parler des directeurs d'hôpitaux, qu'elles soient soignantes, on va parler des médecins, ou infirmières ou paramédicales. Mais il y a aussi l'enjeu d'intéresser toutes les nouvelles compétences qui sont associées au numérique et que nous n'avons pas aujourd'hui sur le socle qu'on a construit, qui est biologique, génétique, immunologique, etc., qui sont des compétences autour de l'ingénierie, autour de la mathématique, autour de la science des données. Et donc, il faut qu'on arrive à attirer tous ces acteurs-là vers la santé. Ils sont évidemment répartis dans beaucoup d'autres domaines. Et on a besoin non seulement de les attirer dans la santé, mais surtout de créer ce dialogue entre des professionnels de santé et des ingénieurs, des mathématiciens, des data scientists, pour arriver à vraiment aller au bout des promesses qu'on voit émerger avec le numérique. Donc c'est sur cette partie-là que Paris Santé Campus s'est concentré, mais avec beaucoup d'autres acteurs sur l'ensemble du territoire. Et je voudrais vraiment saluer l'action tout à fait déterminante de l'État pour arriver à financer à travers différents programmes. Vous avez parlé de l'AMI-CMA, il y en a pas mal d'autres. Justement, l'émergence de ces nouvelles compétences, de ces écosystèmes, de ces tiers-lieux qui vont permettre de rassembler ces compétences. Donc c'est en première approche peut-être quelques éléments que je poserai. Il y a évidemment beaucoup d'autres questions qui sont associées à ça. On aura l'occasion de les aborder dans la table ronde. La question de la vitesse d'évolution de ces technologies, parce qu'on voit que notre capacité à faire évoluer des maquettes de formation à travers des organisations universitaires ou autres, elle va devoir s'adapter. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point qui est fondamental aussi, c'est d'arriver à revoir le design de ces cursus, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'apprentissage se transforme profondément, notamment avec la rupture de monopole de la connaissance, c'est-à-dire qu'auparavant, un étudiant en médecine ou en soins infirmiers va aller passer beaucoup de temps à apprendre la caractéristique des cellules cancéreuses de l'estomac. Aujourd'hui, en fait, ces données-là, non seulement elles sont disponibles partout, mais elles vont être intégrées dans des algorithmes qui vont pouvoir les utiliser. Et donc la question qui se pose, c'est quel va être dans l'ensemble du thésaurus de connaissances et de compétences les éléments qui vont être différenciants et stringents et qui vont créer un socle minimal pour qu'on puisse apprendre à utiliser ces compétences, à les critiquer, à critiquer l'information, à aller chercher des données, etc. Et quelles sont celles qui ne seront plus forcément nécessaires de donner dans un socle de départ, qui vont ensuite se différencier dans des parcours spécifiques. Donc ça nous amène, au-delà de créer des cursus autour du numérique, à revoir aussi fondamentalement la façon dont on va construire ce type de cursus. Merci, professeur Thénière. Je m'adresse à l'EHESP maintenant, globalement. Vous formez les dirigeants
Mais avant de former les dirigeants, comment sont formés les formateurs qui vont enseigner aux dirigeants? Alors, nous, on a... 1, 2, oui, c'est bon. En fait, nous, on a cette chance d'avoir finalement un public qui est relativement restreint et on a donc du coup la chance de pouvoir faire directement appel à des peut-être pas à des experts, mais en tout cas des spécialistes, ce qui fait qu'on n'a pas, enfin là, tu corrigeras Odile si je dis des bêtises, mais on n'a pas forcément ce besoin de former des formateurs, on n'a pas cette échelle supplémentaire. C'est une chance, on en est assez conscient, hein, mais voilà, nos publics se comptent en centaines tous les ans, c'est relativement peu par rapport au volume qu'il peut y avoir sur les autres professionnels de santé. Du coup, c'est vrai que nous, on est plutôt là-dessus. Par contre, on va se retrouver avec un autre défi, c'est que dans l'établissement de santé, ceux qui ont l'occasion déjà d'aller à l'hôpital le savent, en réalité, on disait tout à l'heure, il y a 20 ans, disait là, et que l'hôpital est numérique, mais en réalité, ça fait bien plus longtemps que ça. Alors moi, je suis ingénieur biomédical et le scanner, par exemple, que vous avez tous vu, il est intrinsèquement numérique. On ne peut pas faire une image de scanner sans que ce soit un calcul matriciel. Donc ça veut dire que le numérique il est là depuis longtemps et il imprègne à peu près toutes les couches de l'hospitalisation. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui se passe quand il y a une cyberattaque ou une panne informatique. L'hôpital il est paralysé, il doit quasiment fermer, je schématise, mais à peine. Et donc du coup il y a vraiment le numérique innerve tout et donc il faut d'une part, là il l'a très bien décrit, donc je ne vais pas revenir dessus, un socle commun sur lequel on va donner les limites, les risques, les contraintes, le potentiel aussi que peut donner tous ces systèmes informatiques pour enseigner ça à tous nos décideurs et pas que. Mais à terme, et là encore je rejoins le discours de tout à l'heure, à mon sens, en tout cas à notre sens, il semble qu'il ne soit pas pertinent de créer une discipline à part, mais plutôt d'essayer de l'intégrer dans toutes les disciplines. Alors on verra si c'est possible. Pour l'instant, on en est au même point que les autres, hein. On fait le socle, voilà, on va aller doucement. Mais à terme, il nous semble qu'il sera sans doute plus pertinent d'aller, dans chaque discipline, aller intégrer la dimension numérique, mesurer les limites, mesurer le potentiel, mesurer tout ce qui pourra être fait avec ces outils numériques. Et sans doute qu'il faudra faire évoluer ça d'ailleurs beaucoup, puisque ça change très souvent. Voilà, si tu veux compléter, Odile. Oui, c'est exactement ça. En fait, le numérique en santé étant transversal, on pense qu'à terme, il va irriguer en fait toutes les disciplines de la formation des élèves directeurs. On a quand même choisi, nous, de commencer par poser ce socle. Donc, on a créé un cycle d'enseignement avec 3 modules. Un module sur les fondamentaux, cybersécurité, protection de données de santé, le système d'information. Un module sur les usages, où on fait découvrir l'intelligence artificielle en santé. Je citerai aussi l'appui à la décision par la modélisation, donc un point important pour les dirigeants, et aussi un module sur l'accompagnement de projet. Donc découvrir pour un directeur ou approfondir les politiques publiques, l'écosystème qui est quand même très particulier au numérique, et les spécificités de la gestion de projet. Et on fait évoluer ce programme en permanence en étant au contact des experts, en discutant avec des directeurs qui sont en poste et qui nous ont là très récemment conseillé justement de renforcer encore cette culture numérique sur architecture technique, architecture fonctionnelle, et puis aussi la notion de parcours de soins numérique avec un focus sur à quelles conditions le numérique va vraiment permettre d'améliorer la coordination des soins. Et je ferai juste un tout petit complément sur les formateurs que vous évoquiez tout à l'heure. Effectivement, on a fait le choix d'avoir comme formateurs des experts, des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient ingénieurs, chercheurs, qu'ils soient issus du domaine de l'innovation. On a un responsable de tiers-lieu qui intervient dans nos enseignements, aussi des professionnels de l'accompagnement au développement des usages, puisqu'on s'appuie beaucoup sur les grades, donc les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, et puis aussi des professionnels d'établissements qui sont en poste, directeurs ou professionnels de santé. Et on a la chance à l'EHESP d'avoir un centre d'appui à la pédagogie, donc qui va justement aider ces experts sachants à passer dans une posture de formateur, donc à s'adapter justement aux objectifs pédagogiques et aux besoins des apprenants. Voilà. Maurice, est-ce que vous voulez compléter par rapport à l'école de santé numérique, évidemment ? Oui, alors ce que je pourrais dire pour compléter, c'est que l'enjeu qui nous a été proposé par l'État, c'est finalement de former tout le monde. C'est un peu ce qui nous a été demandé. Former tout le monde, on a parlé de formation initiale, si on la situe, c'est dans les 3 premières années de leur formation. Donc ça veut dire que nous, l'enjeu qu'on doit relever, c'est bien sûr former 14 diplômes différents
de professions de santé, je ne vais pas tous les citer. Là, il y en a 5 qui arrivent, donc on est à une vingtaine de professions différentes qui ont chacune leur spécificité. Mais qui c'est qui forme ces étudiants, ces apprenants et ces étudiantes? Ce sont des formateurs ou des enseignants-chercheurs. Donc, si on veut que les professionnels de santé puissent s'approprier ces domaines qui ont été cités précédemment, qui vont de la donnée à son traitement, à la cybersécurité, jusqu'aux soins, au parcours de soins, et donc la télésanté en fait partie, alors il faut que ces professionnels de la formation puissent être prêts à ça. Or, lorsqu'on a voulu lancer l'initiative, il y a eu, on peut le dire, il y a eu quand même des questions, des inquiétudes, d'autant plus qu'il y avait un décret qui proposait, sinon plus, d'entrer effectivement à la rentrée 2024 ces formations de la santé numérique dans les formations initiales. Donc le sujet était de former ces formateurs, former ces enseignants. Donc nous avons mené un travail, on pourra le décrire, de former d'abord une centaine de formateurs autour de l'Université de Montpellier et de ses partenaires, dans le cadre d'un consortium. On a ensuite formé des étudiants dans un cadre d'un format pilote, et puis on continue. Parce que l'enjeu aujourd'hui, et je reviens sur la notion de discipline, en fait, quand on parle de biologie santé, quand on parle de technologie pour la santé, on ne se pose pas trop la question, on sait que c'est une discipline. Moi, la proposition que je fais, c'est qu'à l'étape où on est aujourd'hui, la santé numérique n'est pas encore suffisamment visible. Donc il faut maintenir cette notion, ce concept, qui effectivement relève de spécialités et qui va évoluer de façon évidente, et donc de pouvoir la rendre visible dans tous les parcours de formation. Donc peut-être pas une discipline, mais un domaine bien identifié. Voilà. Et donc ça va nous permettre de former les professionnels de santé, mais pas seulement, puisqu'à l'école santé numérique de l'Université de Montpellier et de ses partenaires, nous formons également les ingénieurs, nous formons des spécialistes du numérique, nous formons des spécialistes du management, des juristes et puis aussi des affaires réglementaires. Donc finalement, effectivement, c'est interdisciplinaire, interprofessionnel, mais on a besoin de faire monter tout le monde en compétences, et ça, c'est un véritable enjeu. Merci beaucoup. Alors, professeur Di Patrizio, vous êtes à distance. Est-ce qu'au niveau public, vous pourriez compléter effectivement ces propos donc sur justement la formation des formateurs au numérique en santé? En fait, pour moi, le public à cibler va être, comme on le fait toujours dans un enseignement, en fonction de l'objectif pédagogique. Il va falloir déterminer la cible d'action. Donc, tant en formation initiale qu'en formation continue. Et je compléterai aussi par le fait que les champs, et vous l'avez tous dit, les champs sont vastes. Et comme je suis un clinicien, j'insisterai sur le fait que le numérique en santé, pour moi, est un outil et n'est pas une finalité. C'est un outil performant dont on doit tous avoir la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on a besoin, et les universitaires ici présents, on a besoin de former des formateurs, parce que former dans ce domaine relève également des soignants et en complémentarité avec la compétence de l'engineering technique. Et ça, pour moi, c'est quelques messages clés que j'ajouterai à ceux qui ont été transmis sans vouloir monopoliser la parole. Donc, je citerai tout à l'heure un exemple concret en fin de journée, mais je rajoute juste que c'est de l'aide au diagnostic, c'est de l'aide à la prescription, c'est de l'accompagnement des patients. Et je dirais aussi que le contexte que vous citez tout à l'heure, madame, qui était celui du Covid, finalement nous a aidés.
nous a aidés comme accélérateur de la prise en main de tout ça. Et deuxièmement, nous a aidé à une prise de conscience des risques de dérive, d'où notre place de formateur qui est essentielle dans cet investissement-là. Merci. Merci, professeur. Alors, vous avez tous un petit peu anticipé sur la suite, mais tant mieux, puisqu'effectivement, je dirais que vous 5 aujourd'hui, nous viendrons avec le professeur Di Patrizio plus sur les usages. Vous avez, de par vos positions respectives, de par vos projets respectifs, effectivement, l'ambition de fournir, de produire des ressources pédagogiques, bien évidemment. Vous avez plus ou moins abordé chacun, effectivement, vos projets respectifs, ce que vous envisagiez de faire, où vous en étiez. Par contre, donc, professeur Nataf, il y a une question que le professeur Antoine Tenière a plus ou moins déjà abordée, qui concerne l'évaluation des besoins. Ouais. Comment on va réussir à les évaluer, c'est ce qu'on va vous demander, c'est-à-dire qu'il y a des besoins, mais comment on va les définir et comment on va les évaluer. Alors donc là, on va revenir vers vous pour vous nous répondiez. On commence par qui, Evelyne? Qui veut prendre la parole? Maurice, si on va dans l'autre sens. Moi, je veux bien, mais Ella a déjà évoqué les éléments. En fait, la première étape à laquelle j'ai contribué modestement, ça a été effectivement de définir les besoins, de faire un diagnostic. Voilà. Et le diagnostic, effectivement, il a été sur tous les domaines, c'est d'acculturer, de faire monter en compétences dans les différents domaines. On les a précisés. Et donc, il y a eu, après de nombreuses rencontres d'experts, en l'occurrence, 5 grands domaines qui ont été identifiés. Donc, on est sur les données, alors qui allaient de la donnée en elle-même, du RGPD jusqu'à l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, un sujet qui est très, très peu enseigné dans nos formations initiales, les outils de communication entre les professionnels et les patients, la communication en elle-même et puis la télésanté. Donc ça a été défini par un groupe d'experts qui finalement a proposé un référentiel. Donc je trouve intéressant qu'on ait au moins un référentiel sur lequel se poser. Ce référentiel concerne la formation initiale. Alors ça couvre sur un nombre d'heures qui a été défini. Maintenant, c'est un arrêté. Alors, on est autour de 28 heures pour certains, de 18 pour d'autres, voilà, selon les professions. Et ça a le mérite d'exister, de couvrir les champs. Certains enseignants, formateurs et certaines équipes essaient de faire évoluer ce référentiel. Par contre, il y a une chose qui n'a pas été encore définie, c'est pour les spécialités, et la Gariani le disait, il y a un vrai sujet. Quelles sont les compétences que doivent acquérir chacune des spécialités? Or, vous savez que si on associe l'ensemble des spécialités de professionnels, qu'ils soient en médecine, en pharmacie, en odonto, en soins infirmiers et j'en passe, alors là, ça fait beaucoup. Donc là, il y a un vrai enjeu et je crois qu'aujourd'hui, on appelle finalement, les spécialistes du domaine sont appelés à proposer dans les spécialités des référentiels. Voilà. Et il nous faut des référentiels parce qu'après, pour l'appliquer sur le terrain, je dirais, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a des points de repère pour tout le monde, pour les enseignants, les concepteurs et aussi pour les apprenants. Et là, est-ce que vous voulez compléter, notamment, je pense, au PIX plus professionnel dans le cadre de la formation continue? Oui, alors là, on a beaucoup parlé de la formation des professionnels de santé. Ça a été évoqué. On essaye aussi de former les autres professions qui vont avoir un rôle et un impact important à jouer dans le développement du numérique en santé, dans la pratique médicale. Des professions plutôt techniques, on va parler des ingénieurs par exemple, mais aussi du côté des professions plus réglementaires. Et alors, ne serait-ce que pour diagnostiquer le fait qu'on avait besoin aussi d'adresser
ces professions-là, qui ne sont pas en tant que telles des professionnels de santé, mais qui interviennent en fait dans notamment l'accès au marché des produits de santé, dans le développement de leurs usages, des produits de santé qui incluent du numérique bien évidemment. En fait, on a fait ce constat-là au travers d'un groupe vraiment pluridisciplinaire qu'on a animé avec des angles très différents, du point de vue des attentes des acteurs industriels du secteur, du point de vue des attentes des professionnels du secteur en tant que professionnels de santé. Et c'est comme ça qu'on a en fait dessiné le début de notre stratégie de formation et qu'on a pu du coup identifier les différents angles qu'il fallait que l'on prenne. Et donc moi je m'attends à ce que pour la suite, puisque encore une fois là on a vraiment posé les bases en fait de ce que devrait être un socle commun de formation sur les enjeux du numérique, eh bien on va continuer à animer cette réflexion sur l'évolution des besoins et toujours en tenant compte des avis des acteurs de cet écosystème. On prend un exemple très rapide sur les professions médicales. On a pas mal de gens qui nous disent alors quand est-ce qu'on aura en France, comme on peut le voir à l'étranger, des Medical Information Officers, donc ces profils mi-médecin, mi-ingénieur informatique, etc. Eh ben, nous, on garde ces petits signaux dans notre radar. On voit l'évolution. Est-ce que réellement aujourd'hui, on a des enjeux, par exemple dans nos hôpitaux, dans les sociétés qui développent des solutions, d'un manque de ce type de compétences, de ce type de profil. Aujourd'hui, sur la base des informations qui nous remontent, pas assez pour structurer une filière en tant que telle. On n'en est pas encore là. Mais par contre, on sent que, par exemple, autour des profils de DIM, donc le directeur d'informatique médicale, d'information médicale, eh bien, cette double compétence, en fait, elle commence à émerger avec des vraies communautés. Et donc, nous, dans notre rôle, entre guillemets, au ministère, avec bien évidemment les collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces signaux faibles des besoins du secteur, on ait des radars ouverts en continu et qu'on puisse, au bon moment, lancer les travaux pour faire émerger des formations, des parcours spécifiques là-dessus. Et c'est pour ça que on essaye d'entretenir le maximum d'échanges aussi avec les acteurs de la formation pour identifier ça et pouvoir, de manière réactive, comme ça a été fait dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir, mettre en œuvre ces formations. Et franchement, là, je salue vraiment les universités et l'ensemble des structures de formation qui ont su être au rendez-vous de ce truc un petit peu inédit. Donc, quand on en parle à nos homologues européens, ils sont tous très intéressés de ce que les universités françaises ont pu faire sur le sujet, parce que c'est pas encore parfaitement généralisé. Et je reviens à un dernier point, parce que là, on parle de le besoin, comment on fait attention à ce besoin-là pour faire évoluer notre stratégie en formation. Mais vous avez aussi posé la question de l'évaluation. Et alors, bon, il y a de multiples manières d'adresser cette question-là, mais il y a quelques mois, on était en visite à l'EHESP et dans les méthodes pédagogiques qui ont été mises en œuvre, il y a un système d'évaluation par les apprenants eux-mêmes qui a été mis en œuvre et qui sert réellement de levier, mais je laisserai bien évidemment Odile en parler 1000 fois mieux que moi, comme mécanisme d'amélioration continue des contenus de formation, que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Et alors, voilà, c'est pas nécessairement de l'évaluation par les personnes qui sont entrées dans leurs fonctions sur le marché du travail, entre guillemets, mais c'est vraiment sur les apprenants eux-mêmes et comment ils peuvent participer à améliorer en fait, le parcours de formation des autres apprenants. J'ai trouvé cette démarche super intéressante. C'est très bien, exactement ce qu'on voulait savoir. On identifie le besoin, on évalue, on trouve des indicateurs, des référentiels, et il y a quand même une chose qu'on se pose, c'est la technologie avance très très vite. Alors comment on peut se mettre à jour, comment on peut arriver en permanence à avoir des contenus qui sont en rapport avec nos évolutions technologiques? Alors comment on peut être assez agile dans nos formations? Antoine, tu veux dire un petit mot ou Alors, je peux dire un petit mot, mais le sujet est surtout cadré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va définir les maquettes de formation. Ce qu'on essaye de faire, le format dans lequel on travaille aujourd'hui, c'est d'avoir donc la séquence que vous avez décrite, c'est-à-dire une évaluation des besoins, la définition des compétences cibles, la création d'une maquette de formation et la mise en place. Et puis après, évidemment, des processus d'évaluation. Donc tout ce circuit-là, qui est le circuit logique pour aboutir
à la fin à la cible désirée, c'est-à-dire on a défini des compétences et on va former des étudiants ou des professionnels à ces compétences-là. Il faut l'adapter, notamment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'adapter à la question de l'évolution rapide de ces compétences-là. Et donc, il y a quelques années, on pouvait se dire qu'on revoyait les maquettes régulièrement et qu'on faisait des ajustements tous les 2, 5 ans, etc. Aujourd'hui, en fait, il faut, je pense, réfléchir un petit peu différemment en mettant des grands cadres et puis à l'intérieur de ces cadres, en laissant la possibilité aux acteurs justement d'ajuster les paramètres qu'ils souhaitent ajuster pour s'adapter justement à la vitesse de l'évolution. Je trouve que ça a deux bénéfices. Le premier, c'est celui que je disais, c'est-à-dire d'être capable d'intégrer des nouvelles évolutions, innovations, compétences qui arrivent sans avoir à reprendre la totalité du cadre de façon trop fréquente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'intéresse également et qui est inclus dans la stratégie de la DNS, c'est aussi de faire émerger un petit peu de diversité, un petit peu d'innovation en fonction des acteurs et de l'appréhension territoriale, si je puis dire, ou environnementale de ces sujets-là. Et donc, on a l'exemple aujourd'hui de Montpellier, mais l'université de Strasbourg, par exemple, peut avoir une approche dans ce cadre-là qui peut être un petit peu différente sur certains aspects. Et ça permet de regarder, quand on a la photographie globale, justement, les différentes façons dont les acteurs peuvent s'approprier ces outils-là, en plus de leur donner évidemment un petit peu de marge d'adaptation, ce qui permet de faire profiter l'environnement local ou d'intégrer l'environnement local justement dans ces approches. Donc c'est voilà ma vision personnelle. Encore une fois, je ne suis pas celui qui définit les maquettes de formation, mais je trouve que on doit avoir cette agilité dans la conception justement de notre méthodologie pour définir ces approches, ces nouvelles approches de formation, parce que sinon on va se retrouver avec des ajustements de maquettes qui seront pas tenables dans le temps, compte tenu de la vitesse de l'évolution à la fois des innovations, des technologies et donc des compétences associées. Est-ce que le HESP peut compléter justement ce qu'a évoqué Ella ? Oui, tout à fait. Alors peut-être il faut juste revenir 2 toutes petites secondes sur la partie besoin. En fait, on est reparti du référentiel de compétences SOC des professionnels de santé. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on a mené différents entretiens avec des professionnels en poste pour adapter par rapport aux besoins pour un directeur d'établissement de santé ou médico-social. Et on est en train d'élaborer donc un référentiel de compétences adapté au directeur. On a pour l'instant identifié 4 grands domaines, l'élaboration du plan stratégique, le pilotage de la transformation, tout ce qui est enrichissement du processus décisionnel par le numérique, et puis contribuer à la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est à partir de ce référentiel de compétences qu'effectivement on va pouvoir mettre en place la démarche d'évaluation. On l'a commencé, comme disait Ella, sur le volet satisfaction des élèves. Donc on fait des évaluations à chaud, en fait, à la fin de chaque enseignement. Est-ce que les objectifs pédagogiques étaient pertinents? Est-ce qu'au regard, les contenus répondaient à ces objectifs? Est-ce que les méthodes pédagogiques étaient adaptées? Enfin, on a tout un questionnaire que les élèves renseignent à chaque fois qui nous permettent d'adapter à la fois le contenu et la méthode. Mais on espère pouvoir justement aller plus loin à partir de ce référentiel de compétences en allant sur une évaluation des compétences elles-mêmes. Et puis après, il y aura encore un autre niveau, c'est l'évaluation de l'impact, et notamment lors de la prise de poste des directeurs par rapport à leur mission sur le numérique. Et la façon de rester effectivement à jour, c'est aussi de s'appuyer pour nous à la fois sur les professionnels et les élèves, puisqu'on a monté un groupe de travail en interprofessionnalité avec des élèves qui sont volontaires pour s'impliquer à mettre en place des actions sur le numérique. Et donc, c'est eux-mêmes aussi qui nous portent leur sujet d'intérêt. C'est notamment grâce au groupe d'élèves là, qui a été impliqué en parallèle qu'on a pu mettre en place un exercice cyber pour 90 élèves en fin d'année.
Donc voilà, on a une série d'actions de ce type. Et également, pour bien coller aux besoins, on repart de situations qu'ils peuvent vivre, comme par exemple avoir à déployer un outil numérique dans un service qui a peu été associé au choix de l'outil, ou travailler avec une start-up pour co-développer une solution innovante, ou encore rencontrer un médecin qu'on a qualifié de geek qui souhaiterait déployer une solution qu'il a développée localement et la diffuser plus largement. Donc on les met en situation, vous rencontrez ce médecin, qui allez-vous convier dans cette réunion, quelle posture vous prenez, quelles questions vous posez. Donc voilà, on essaye vraiment de s'ancrer dans les situations qu'ils vivent, et c'est comme ça qu'on essaye de rester au fait dans les compétences, et puis après aussi en termes d'agilité. Oui, pour compléter très rapidement sur la partie agilité, donc effectivement, je confirme que ça change tous les jours. Hein. Moi, je donne des cours sur certains domaines, et clairement, tous les 2 mois ou tous les mois, il faut changer le contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans le cadre de la MICMA qu'a mentionné là tout à l'heure, en fait, on a eu des financements pour aider, pour que le centre d'appui à la pédagogie puisse nous donner des moyens techniques, et on développe beaucoup d'outils sur ce sujet-là pour essayer de stabiliser, par exemple, de séparer les données ou les choses, les objectifs d'apprentissage qui sont relativement stables, et ça on le voit avec des experts, des choses qui ne changent pas, la sécurité informatique, les fondements, ils ne changent pas. Par contre, les outils techniques, eux, ils vont évoluer, et d'essayer de graduer un petit peu les différentes solutions d'apprentissage entre des, on va dire des solutions, par exemple des vidéos enregistrées pour les choses très stables, et puis des appels à des experts de façon à limiter un peu le volume des choses qu'il faut réactualiser tous les mois ou tous les 2 mois, pour adapter un peu, pour graduer en fait les évolutions par rapport au niveau technologique. Voilà, c'est un travail qui est assez important, mais que notre centre d'appui pédagogique nous aide bien à construire. Vous voulez compléter? Ouais, je peux vous faire part de l'expérience qu'on a pu mener lors d'une formation pilote. On l'a appelé l'UE pilote santé numérique. Alors, moi, j'avais dit, on va faire un pilote, il y aura 30-40 étudiants, et puis en fait, ils étaient 850. Et on a dit comment on va les évaluer. Et donc, en fait, l'idée, c'est de leur proposer une posture différente en tant qu'apprenants pour leur évaluation. On leur a demandé dans la mesure où 80% de la formation était en e-learning avec une plateforme de l'université, on leur a dit, l'évaluation, ça va être une capsule d'1 minute 30 sur une thématique de santé numérique. 850, on l'a réparti en groupes de 4-5, et on a fait une évaluation par les pairs, c'est-à-dire ils ont déposé sur une plateforme, et chaque étudiant et étudiante a évalué 5 autres capsules, et donc il y a eu une sorte d'émulation, et on a eu des choses extraordinaires que j'ai eu l'occasion de présenter 1 ou 2 fois, parce que je trouve ça tout à fait créatif, mais aussi ça pousse à aller chercher sur quelles compétences je dois m'appuyer pour pouvoir résoudre une question de cybersécurité, une question de télésanté, et même sur la terminologie. Ils m'ont appris des choses incroyables, ces étudiants. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, c'est s'adapter au profil d'apprentissage et mobiliser pour avoir une vision de l'évaluation comme quelque chose de différent et de créatif. Merci beaucoup. Alors moi, je vais changer un peu l'ordre de ce qui avait été imaginé au départ, parce qu'effectivement, on est parti sur les besoins, l'évaluation des besoins. Et donc, c'était en question subsidiaire, mais je vais vous la poser dès maintenant. En 2021, donc, comme vous le savez, il y a eu une enquête qui a été faite conjointement par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement et de la Recherche sur justement l'offre de formation. Et il est apparu, alors je cite, que cette offre était éparse, inégalement répartie entre les professions, ne répondant pas particulièrement aux besoins et ne ciblant pas toutes les dimensions du numérique en santé. Donc cette question, je l'avais réservée à la fin, mais par rapport à tout ce que vous venez de nous exposer, j'aimerais que vous nous disiez, si cela a évolué, je l'espère, est-ce qu'il y a donc des axes qui restent encore à investiguer aujourd'hui? Quels sont ces axes et comment faire pour que justement on puisse renverser la tendance par rapport à cette enquête qui n'apportait pas une très bonne image, on va dire, de la formation numérique en santé à l'époque?
En fait, cette enquête, on l'avait menée justement dans une phase de diagnostic amont, et c'est ça qui nous a permis de cadrer l'appel à manifestation d'intérêt à AMI-CMA qu'on a co-construit avec les universités et les structures de formation. Donc justement, tout ce qu'on a construit à partir de là visait à répondre aux points saillants de ce diagnostic. Et là, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première année où on a cette formation déployée pour l'ensemble des apprenants en formation initiale autour de ce socle de compétences communs. Et donc, clairement, il faudra qu'on pose ensemble un diagnostic actualisé une fois qu'on aura au moins, on va dire, 2 exercices universitaires de rétex, quoi. Ou peut-être un, enfin, à voir avec les acteurs. Mais en tout cas, d'ores et déjà, dans les discussions qu'on a typiquement avec les formateurs, on sent qu'on va avoir devant nous 2 sujets qui sont, un, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce socle minimal perdure, c'est-à-dire on arrive à le faire rentrer dans la durée, qu'on arrive à avoir les unités d'enseignement de manière pérenne dans les programmes, avec des enseignants et des formateurs qui soient aussi là de manière pérenne. Et donc ça va poser la question typiquement du lien avec la recherche. On en parlait avec Maurice juste avant. Si on veut avoir une communauté d'enseignants-chercheurs, de formateurs sur les enjeux du numérique en santé, il faut que au-delà entre guillemets, du b.a.-ba qu'ils peuvent partager avec les apprenants en premier cycle, il faut qu'ils aient, eux, des perspectives de recherche, d'approfondissement, que ce soit pour faire évoluer les approches pédagogiques, mais aussi pour actualiser les contenus de formation, comme on a pu l'évoquer. Donc ça, c'est clair que ça va être un des sujets. Et puis, il y a clairement un deuxième sujet aussi, qui est celui de la formation continue. Qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué cet après-midi ensemble, qui est pour nous un énorme challenge, parce que, encore une fois, on a mis ce socle commun pour les futurs soignants qui vont arriver sur le marché du travail, entre guillemets, mais on a tous les soignants qui, aujourd'hui, exercent dans nos hôpitaux, nos cabinets, et du coup, comment est-ce qu'eux, on fait en sorte de les sensibiliser, les accompagner, donc, là, on a, on va dire, 3 manières d'adresser la question, et ces 3 leviers dont on sait qu'ils sont encore avec beaucoup de trous dans la raquette ou de choses insuffisantes. Mais on a bien évidemment les parcours classiques de formation continue, et on en parlait juste avant le début de la table ronde. La question, c'est comment faire en sorte que les apprenants s'inscrivent à cette offre qui, aujourd'hui, elle existe, elle est là, et comment est-ce qu'on fait en sorte que on ait suffisamment de praticiens aujourd'hui en carrière qui se disent, pour la prochaine partie de l'évolution de mes pratiques, de ma carrière, etc., j'ai besoin de passer quelques heures à être sensibilisé. Donc on discute un petit peu des formats les plus adaptés. On a clairement des attentes qui vont être très différentes en fonction des profils des professionnels et des futurs apprenants. Donc ça, c'est le premier levier, c'est travailler avec les acteurs de l'offre. Ensuite, il y a un levier qu'il faut qu'on arrive à mobiliser aussi plus, c'est tous les acteurs industriels qui développent des solutions qui vont être utilisées au quotidien par les praticiens. Comment est-ce qu'eux ne font pas uniquement du service après-vente, entre guillemets, de appuie sur le bouton bleu, ça va donner ça, mais qu'à travers l'accompagnement à la transformation des usages, en fait, il y ait au moins idées clés, messages clés qu'on raccrochera pas à de la formation en tant que telle, parce que bien évidemment, on ne peut pas leur demander d'avoir une approche pédagogique aussi approfondie que des professionnels de la formation, mais clairement, c'est aussi quelque chose qui va contribuer à accompagner l'évolution des pratiques des professionnels aujourd'hui en exercice. Et le troisième volet, c'est entre guillemets, un petit peu en lien avec les CNP, les comités d'expertise des professionnels. On sait que certains se positionnent sur de l'offre de formation en tant que telle, certains sont plus orientés sur de l'entraide entre pairs, entre guillemets, de la création de contenu d'expertise de spécialité. Comment est-ce que ces communautés aussi-là, on peut les mobiliser dans une position qui consiste à accompagner les pairs dans des corps de spécialité dédiés. Et donc ça, c'est vraiment un des leviers qu'il faut qu'on apprenne à mobiliser pour les sujets de formation continue. Professeur Ayot. Alors je pense qu'on
je crois qu'il faut quand même être satisfait de ce qui s'est passé en 2021, un diagnostic. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une trentaine de projets qui ont été retenus dans l'appel à manifestation d'intérêt sur la formation en santé numérique, pas forcément sur les professionnels de santé, mais il y a d'autres professions et c'est aussi la richesse. Donc, quelque part, il y a moi, j'ai été également extrêmement surpris de voir qu'il y avait autant d'initiatives. Donc, ça veut dire que tout le monde était prêt, il fallait juste le booster, il est là. Donc, je crois qu'on peut être rassuré. Maintenant, nous sommes sur le terrain, nous travaillons à la formation. Pour former en formation continue, il y a différentes modalités. Alors, c'est vrai que une des possibilités qu'on a envisagées, qu'on a déjà lancées, c'est au sein des centres hospitaliers. Alors, on n'est pas hospitalo-centré, mais un petit peu quand même sur ce cas-là, c'est-à-dire dans un CHU et son GHT ou son GMT, l'idée, c'est de former les professionnels. Par contre, il faut trouver les formats adaptés. C'est le vrai enjeu de la formation continue. Nos collègues travaillent au quotidien. Ils n'ont pas le temps de faire un master. Ils n'ont pas le temps de faire un DU de 50 heures, 100 heures. Donc, et donc, il faut proposer des formats. Et je pense qu'ici, les idées sont là. Et beaucoup d'entre nous avons lancé des initiatives, des formats courts, des webinaires, des journées de DPC. On a fait ça au CHU de Montpellier. Une journée DPC pour tout un pôle. Ils sont tous venus, les cadres, essentiellement plusieurs professionnels de santé, des soignants. Et c'était, voilà, il faut varier les modèles et s'adapter effectivement. Ensuite, aller chercher les autres professionnels. C'est vrai, je pense que d'INUSA, vous relevez ce défi d'aller les chercher sur le terrain, de leur proposer des formats. Ce qui est intéressant, et c'est un peu ce que Patrick a montré tout à l'heure, c'est que là aussi, on nous pousse à être créatifs, et je crois que on a besoin aussi d'échanger entre nous. Je crois que entre les différents programmes de formation, on a besoin de prendre du temps pour faire ce retour d'expérience, et c'est aujourd'hui une des occasions qui nous est donnée. Alors, du coup, juste pour compléter rapidement, parce que je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Maurice, là, en particulier sur l'histoire du format et de l'adaptation aux utilisateurs. Et ce que je veux dire, parce que ça n'a pas été cité encore, c'est que tous ces différents projets, là, ces 30 projets, en fait, ils commencent à se coordonner entre eux, et voilà, aussi bien d'ailleurs au niveau national, voilà, il y a des initiatives là à ma gauche sur le sujet, que des initiatives au niveau national, donc pilotées par la DNS notamment. Et il y a aussi un certain nombre d'initiatives, de regroupements locaux. Je sais que, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec l'Université de Rennes, qui a été aussi lauréat de plusieurs AMI dans d'autres domaines. Et notamment, on essaye de développer quelque chose qui est assez intéressant. Et c'est vraiment ces projets qui nous donnent cette occasion, c'est de développer des formations interprofessionnelles. Et notamment, là, on est en train de travailler, alors c'est pas fait encore, mais avec nos collègues ingénieurs et médecins pour essayer de monter des formations où il y a à la fois des directeurs, des ingénieurs, donc, qui demain concevront sans doute les dispositifs médicaux, et donc de futurs ingénieurs, et aussi voilà, des médecins, et pour que tout le monde apprenne à se parler. Donc du coup, pendant les formations, et on espère aussi après quand ils rentreront, quand ils seront professionnels. Voilà. Professeur Teignard, vous voulez compléter ce qui vient d'être dit Oui, en reprenant le même prisme que j'ai énoncé au départ, puisque maintenant on a un cadre et puis une structure de formation qui est lancée et qui va s'adapter, c'est de penser à la fois dans la dimension donnée et la dimension compétence, l'échelle supérieure et notamment internationale, qui est pour nous le cadre naturel européen. Et donc 2025 va être l'année vraiment de la concrétisation de l'espace européen des données de santé, premier pilier. Et on a, nous aussi, alors il se trouve qu'on a quelques pilotes de projets de formation à l'échelle européenne, justement ce cadre d'expérimentation qui va être essentiel pour arriver à homogénéiser sur l'ensemble des outils et des approches que l'Europe va mettre en place, justement ce cadre de formation. Donc évidemment, on y va étape par étape, mais c'est une dynamique, comme je disais, qui est très forte et qu'il faut qu'on arrive à intégrer d'emblée, qui est facilitée par plusieurs éléments. Un, la réflexion commune qu'il y a et qui est menée
notamment sur les projets pilotes par les acteurs français autour de la constitution de cet espace de données de santé européen, où il y aura nécessairement de l'accompagnement en termes de formation. Ça, c'est le premier point. Les réseaux que nos universités ont à l'échelle européenne, ils sont nombreux. Et puis, la circulation et l'équivalence qui a maintenant un certain nombre d'années des diplômes et des programmes à travers notamment Erasmus et puis la correspondance des diplômes européens. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour se dire qu'une fois qu'on a stabilisé notre cadre national, eh bien, il faut d'emblée intégrer cet échelon-là et en profitant là aussi de la richesse de ce que nos voisins européens ont pu travailler. On a de nombreux exemples dans différents pays ou dans différentes universités d'approches qui sont tout à fait intéressantes et qui peuvent nourrir notre réflexion. Est-ce que, Odile, vous voulez compléter ? Je pense que l'essentiel a été dit sur le point déjà homogénéisation. C'est l'intérêt quand même des référentiels de compétences, hein, parce que ça a été un vrai apport pour nous. Donc cette question d'homogénéisation, la question de la dynamique que vous avez évoquée avec tous les AMI, CMA. Alors c'est vrai qu'on avait déjà, parce que dans le projet d'INUSA, en fait, participe aussi l'École des mines de Saint-Étienne, l'Université de technologie de Compiègne et la NAP. Donc on avait déjà cette dimension d'interprofessionnalité et qu'on peut encore davantage mener avec l'Université de Rennes. Donc homogénéisation, interprofessionnalité, dynamique, et puis quand même ce défi sur la formation continue. Mais c'est aussi des échanges comme ceux-là qui, je pense, aident à valoriser les initiatives de formation et à intéresser les professionnels à dégager du temps pour réaliser ces formations. Alors, avant de passer aux usages, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que tout simplement, on a beaucoup parlé ce matin, bien évidemment, de patients au centre de toutes les discussions, et c'est normal. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, en préambule, effectivement, former, apprendre à naviguer, bien sûr, pour une prise en charge optimale des patients. J'ai évoqué aussi, vous avez rebondi dessus, le fait que peut-être à moyen terme, à plus long terme, ce pourrait être une nouvelle discipline, mais les patients dans tout ça, est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'ils peuvent participer à ces formations, dans quel cadre, est-ce que effectivement, réellement, comme ça doit être enseigné à l'université, ils peuvent rentrer dans le système de construction ou pas, puisqu'on construit beaucoup avec l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des acteurs, mais les patients quand même sont concernés. Est-ce que vous pourriez donner votre avis là-dessus ? Je suis parti, c'est ça. Alors, les patients sont, si on se place du point de vue des formations universitaires ou dans des instituts de formation qui ne sont pas nécessairement universitaires, les patients sont présents en tant que patients formateurs, patients experts, ils participent aux ECOS, etc. Donc, il y a différents dispositifs. Donc, effectivement, même si dans l'AMI, initialement, il avait été précisé que des dispositifs seraient mis en place à travers PIX pour que les citoyens puissent bénéficier de ces finalement d'accès à ces compétences. Eh bien, naturellement, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on se pose peut-être moins la question que ça a pu l'être précédemment, on a intégré, nous, des témoignages des associations de patients, à la fois dans nos événements, parce qu'on fait des événements pour pas dire qu'on fait des cours, comme ça nous permet de changer le mot, de changer la posture. Donc les patients sont présents également dans le e-learning, où on a l'intervention de personnes qui peuvent effectivement aborder la question autour de leur expérience et puis de leurs usages. Donc finalement, ils sont présents, ces personnes sont présentes. Et je pense qu'il y a le sujet qui est présent ici, et c'est ce que
on souhaiterait faire, c'est de pouvoir finalement, dans la mesure où les formations existent, d'autant plus qu'elles ont une dimension numérique en e-learning, en distanciel, de pouvoir donner accès, donc le campus qu'on est en train de développer de l'école santé numérique de l'Université de Montpellier, se veut être un campus qui sera ouvert aux personnes. Alors on y travaille pour que ce soit bien organisé et pour que on puisse faire partager aussi, donc que ça vienne dans les deux sens. Je crois que c'est désormais entendu, me semble-t-il. Et là, vous voulez compléter ? Oui, en toute sincérité, nous, effectivement, on avait prévu les modules de formation du côté du grand public. On a d'ailleurs adapté les contenus avec une approche de e-learning. Et en fait, au moment de le déployer, on est assez naturellement passé par toutes les structures qui font ce qu'on appelle la médiation numérique. Donc, ce n'est pas de la formation en tant que telle. Et aujourd'hui, franchement, sur les parcours de médiation, ça marche. Sur le reste, c'est quand même super compliqué. Je ne prends pas l'angle nécessairement de sensibilisation des patients en tant que tels, parce qu'ils ont déjà bien suffisamment de choses à devoir traiter par leur simple expérience de patient, mais plutôt sous l'angle citoyen de manière globale. L'année dernière, on a réuni un comité citoyen, comme on a l'habitude de le faire, pour essayer de craquer des sujets de politique générale liés au développement du numérique en santé. Et donc, le dernier comité citoyen s'est réuni sur la question de, justement, l'application en France du règlement européen dont parlait Antoine tout à l'heure sur l'espace européen des données de santé. Et en fait, typiquement, à partir du moment où on commence à parler à un groupe de citoyens qui viennent de tous les horizons, tous les âges confondus, toutes les situations socio-professionnelles, etc., des questions qui traitent par exemple de la sensibilité des données de santé, tout le monde est assez alerte, assez sensibilisé à ces questions-là. Et assez naturellement, ils nous disent, en fait, ce qui est partagé avec les citoyens dans le cadre de ce comité-là aurait vocation à l'être de manière globale, dans des modules de formation, même à l'école, sur les corpus d'éducation civique, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est la question de, en tant que citoyen de demain, où nos données sont... aujourd'hui déjà, oui. Mais du coup, des enfants qui demain vont être sensibilisés à ça, sur nos données sont partout, et quand il s'agit de nos données de santé, c'est un tout petit peu plus sensible que nos données de photos de vacances, quoique. Et en fait, on se rend compte qu'on a du mal encore à faire le lien sur les programmes liés à l'éducation nationale, sur l'éducation civique associée à la sensibilité de ces données, faire prendre conscience des impacts demain de l'usage de ces données-là, de ce qui va en être fait, etc., etc. C'est pas toujours évident. Donc, en gros, ça marche quand il s'agit de parcours de type médiation. Ça veut dire, je suis un citoyen accompagner pour une démarche de sensibilisation aux enjeux du numérique en général et prendre la casquette santé à ce moment-là, ça fait vraiment sens dans le parcours des apprenants, même si ce n'est pas un parcours de formation en tant que tel. Et après, on sent qu'on a un enjeu plus en lien avec l'éducation nationale, de quelque chose articulé autour de concepts d'éducation civique, mais ça, on est encore un petit peu loin de la balle, franchement. Professeur Antoine Tenière, moi je connais un petit peu le positionnement effectivement de Paris Santé Campus par rapport à la co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc le patient, comme Ella l'a dit, le citoyen, si on veut être beaucoup plus large, dans la co-construction de ces formations. Oui, alors c'est deux approches qui sont à mon sens différentes et donc qui doivent être approchées de façon un petit peu différente. Il y a ce que mentionnait Maurice et qui existe déjà normalement. Et donc c'est l'implication des patients, des associations de patients, des associations d'usagers dans toutes les étapes vraiment du fonctionnement des programmes de formation. Et donc là-dessus, on rejoint certains pays pionniers comme le Canada qui ont mis ça en place il y a plusieurs années avec des bénéfices très, très intéressants. Et puis avec quelques programmes pionniers également en France, pas très loin d'ici, l'Université des patients à la Pitié-Salpêtrière. Donc je trouve que c'est évidemment très intéressant d'avoir le regard et le conseil de ces représentants dans les conseils de faculté, dans les réflexions sur la construction des programmes, pour donner vraiment une approche spécifique qui n'est pas représentée
implanté sinon dans cette réflexion-là. Et puis il y a la question de la formation de l'ensemble de la population aux enjeux du numérique, et donc là qui dépasse largement la question des programmes de formation des futurs étudiants professionnels de santé ou des étudiants qui vont être ingénieurs, etc. Et où on voit que là aussi on sort de ce cadre-là, et pour autant on a besoin, un peu avec les mêmes enjeux spécifiques à la santé qu'on aborde aujourd'hui, d'avoir des socles qui permettent de comprendre la question de l'hygiène numérique, du traitement de la donnée, et avec des éléments parfois très simples et très basiques de savoir ce que c'est une donnée personnelle, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. L'exemple que je donne souvent, mais qui est assez caricatural justement, à la fois du traitement différentiel de la question des données de santé et puis d'une relative... enfin en tout cas d'un besoin de formation plutôt qu'une relative inculture, on va dire ça comme ça, sur ces sujets-là, c'est que dans les concertations citoyennes dont elle a parlé et qui sont organisées régulièrement, quand on discute avec les patients du caractère tout à fait intime que revêtent les données de santé, évidemment, ils sont très sensibles à ces sujets-là, très réticents ou en tout cas très vigilants aux questions autour de l'utilisation, du partage, de l'anonymisation, etc. Et dans la même phrase, quand vous leur demandez comment ils sont venus à l'hôpital et qu'ils vous disent j'ai utilisé Waze ou Google Maps, ils n'ont aucune notion de la quantité de données qu'ils vont fournir et qui sont parfois plus importantes que des données de santé qui seront sécurisées pour des opérateurs qui pourraient les utiliser différemment. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Et là aussi, alors on dépasse un peu le cadre de la table ronde, mais on a un enjeu à acculturer vraiment tout le monde à cette question de l'utilisation des données. Est-ce que le HESP, qui est quand même formation pour les dirigeants, justement, le citoyen a une place ? Et alors, dans la formation des élèves directeurs actuellement, un peu comme le citait Maurice tout à l'heure, on a des retours d'expérience de patients sur des enseignements comme celui sur la télésanté. Alors, votre question nous montre effectivement sur tout ce qui est, enfin, l'intérêt qu'on aurait à avoir l'implication des patients sur leur vécu par rapport aux outils numériques. On pense à toutes les plateformes de rendez-vous, par exemple, ou à la notion de parcours de soins numériques. Il y aurait effectivement pertinence sur cet enseignement à les impliquer. C'est une étape qui, pour nous, reste à mener quand on parle du numérique. Ils sont bien sûr impliqués à d'autres niveaux sur notamment l'expérience patient. Par rapport au numérique, on s'est dirigé en premier sur l'interprofessionnalité, directeur, soignant, ingénieur, etc. Et l'étape d'associer les patients est à mener. D'accord. Juste pour compléter, parce que j'ai eu l'occasion, moi, dans une autre vie, de rencontrer les associations d'usagers qui existent depuis très longtemps dans les hôpitaux. Et en fait, on a senti une grosse différence dans cette implication à l'époque, au moment où ces associations d'usagers, ou ces usagers représentant les usagers d'associations d'usagers, ont subi eux-mêmes des programmes de formation. Et alors, je ne sais pas si des gens ici, voilà, j'ai fait pas mal de visites d'établissements de santé dans le cadre de la HAS. Et vraiment, j'ai vu la différence du niveau d'implication quand ils ont été formés à cette démarche. Et peut-être que là, il faudra la même chose, qu'il faudra les former à nous aider à former. Je ne sais pas comment on pourrait reformuler ça, mais il est possible qu'il y ait besoin de cette étape-là supplémentaire pour qu'ils puissent être constructifs et qu'ils ne soient pas juste là en disant oui, c'est bien, il faut former les gens. Parce que c'était un peu ça au départ. Quand on arrivait en 2005, les gens disaient oui, c'est bien, l'hôpital marche bien, on me soigne bien, je suis content. Et après, ils ont une démarche beaucoup plus constructive, beaucoup plus critique, beaucoup plus pertinente. Et peut-être qu'il faudra avoir la même démarche au niveau de la formation. Mais c'est certainement quelque chose de précieux et qu'il faut absolument vers laquelle il faut aller. On est d'accord. Alors, professeur Di Patrizio, vous êtes donc toujours à distance, justement, oui. Pour un homme de terrain que vous êtes. Vous avez donc été accompagné par les équipes de Sim4Health sur un projet de simulateur numérique concernant donc les utilisations donc des outils de télémédecine et mise en pratique justement avec les patients. Beaucoup de choses viennent d'être dites concernant effectivement la formation initiale, la formation continue et notamment les implications patients, je veux dire citoyens, pour être plus large. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que votre projet justement possède des leviers d'action pour sensibiliser les
les professionnels qui sont sur le terrain à ce type de formation. Est-ce que vous avez effectivement aujourd'hui une inscription de votre formation dans une formation purement continue, initiale, les deux à la fois? Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu par votre expérience terrain ce qui vient d'être dit? Alors, déjà, je voudrais insister sur un point. C'est que quand on fait des formations, il faut que ça réponde à un besoin. Le besoin est né en 2016 dans des territoires où les gens n'avaient plus de médecin. 10 000 citoyens sans médecin. Et à ce moment-là, il m'a été demandé, notamment, donc ça fait 10 ans, de pouvoir venir en soutien par un outil numérique de télémédecine. Nous avons travaillé avec une société qui édite et un logiciel et surtout un chariot qui permettent cela. Conjointement à cela, nous l'avons vu les besoins. La première demande, la demande initiale pour nous, ça a été la formation médicale continue. C'est de former des professionnels de santé qui pouvaient rapidement mettre en œuvre. Puis, avec notre doyen, on s'est dit il faut aller plus avant. Donc, nous l'avons présenté dans des structures de formation, notamment la semaine médicale de Lorraine. Et là-dessus, on s'est dit il faut qu'on aille plus loin et qu'on l'inscrive dans un programme de formation médicale initiale ouvert dès la première année du DES de médecine générale sur Nancy et deuxièmement, aux infirmières de pratique avancée. Ça, c'était au départ, ça a commencé comme ça, avec une formation qui était, non obligatoire. Et puis, rapidement, on a senti, vu l'intérêt des étudiants, on l'a passé en obligatoire. Et là-dessus aussi, vous en parlez, il faut former les formateurs pour cela, parce que faire de la formation dans ce domaine du numérique en santé et de la télémédecine, il faut pouvoir s'approprier les outils. Donc, c'est des petits groupes de formation de 8. Pour chaque groupe d'étudiants, il y a 2 formateurs minimum, voire 3, puisque, comme le disait Madame Ella Gariani, nous travaillons aussi avec les techniciens de la société informatique, parce que voilà. Et là-dessus, vu la montée en puissance et vu la volonté aussi politique de la région Grand Est et de la coordination stratégique et d'accélération en biologie en santé, nous avons fait co-construit avec Strasbourg et Reims une formation financée par le Conseil régional et l'Union européenne par les projets REACT-EU. On a répondu à un appel à projet et notamment le volet était de créer sur Nancy, de développer encore plus cette formation pour qu'elle soit déclinée dans tout le Grand Est. Donc je fais comme ça parce que voilà, Strasbourg et Reims, voilà. Donc effectivement, pour développer cela, on ne pouvait plus le faire de manière uniquement comme artisanale. Et grâce à Sim4Health, on a pu créer un outil de formation préalable à une formation pratique où les apprenants commencent à s'acculturer à l'outil, à des cas cliniques de formation. Et vraiment, l'outil maintenant nous permet de gagner, entre guillemets, l'outil porté par Sim4Health, 2 heures d'enseignement et avant, on faisait des journées entières. Et donc maintenant, on peut faire des groupes de 3 à 4 heures de durée où directement
les apprenants arrivent directement sur place. Alors, je vous parlais du projet Réactu et de la région. Je vous ai parlé des facultés, mais il y avait aussi la volonté, comme le disait mon collègue Maurice Ayot, il y avait aussi une volonté des GHT, hein, vous le citiez tout à l'heure, et l'idée, c'est de développer maintenant des formateurs dans les différents membres des GHT pour qu'eux-mêmes puissent répliquer, soit en formation continue, soit en formation initiale, c'est cet outil. Nous avons quand même, nous formons actuellement 150 étudiants de médecine générale et ça démarre depuis cette année sur Strasbourg et Reims, parce qu'on avait fait une rencontre collégiale le 15 mai 2024 pour que toutes nos subdivisions s'approprient l'outil. Donc, c'est grâce à un simulateur en santé, nous pouvons maintenant répondre à un plus grand nombre. Nous formons conjointement une vingtaine d'infirmières de pratique avancée, mais par rapport à toute la grande région, chaque année, ça monte en nombre de formés sur chacun des territoires. Ça répond à pouvoir aussi développer l'activité des territoires. Ça répond aux critères de formation en santé et je crois que c'est Mme Ella Gariani qui en parlait. Chaque enseignement est évalué non seulement sur une satisfaction, mais évalué sur l'acquisition d'une compétence pédagogique. Et c'est ça qui est important. Et elle est évaluée aussi, troisième point, sur l'utilité réelle de l'action. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Et comment la réactualiser? Donc là, ça fait maintenant 6 ans que cette formation est en place. Bon, on rentre dans notre 7e année. Et la formation de cette année est totalement réactualisée pour répondre aux besoins et aux évaluations. Et je rajouterai juste un point, parce qu'on n'a plus que 5 minutes et place aussi aux questions, c'est qu'il est important de lancer des travaux de recherche. Hein. Je dirige une thèse d'université, par exemple, actuellement, mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exceptionnel, sur l'utilisation des casques virtuels ou du motomel sur une action de soins qui est la prise en charge des dépressions de la personne âgée institutionnalisée. Voilà, tout ça, c'est à chaque fois, il y a besoin de conduire derrière des travaux de recherche pour évaluer, mais pas seulement, mais pour orienter vers des nouveaux dispositifs plus performants. Voilà ce que je voulais rapidement, en 10 minutes, vous partager. Merci beaucoup. Pour clore vos prises de parole respectives, j'aimerais, si c'est possible, en 2 mots, 3 mots, que chacun vous me donniez votre souhait de ce que devrait être, ou pourrait être la formation au numérique en santé d'ici 2030. Allez, en vrai, je pense que c'est Maurice qui le disait tout à l'heure, c'est déjà incroyable ce qu'on a réussi à faire ces 3 dernières années. Donc d'ici 2030, j'espère qu'on arrive à maintenir le même travail qu'on a pu faire avec les représentants notamment des formateurs et les communautés des apprenants pour faire en sorte que justement les premières briques qu'on a réussi à mettre en œuvre ensemble, on continue de les faire évoluer pour les adapter aux besoins des futurs praticiens, des entreprises du secteur et des patients in fine. C'est plus de 3 mots. Un petit peu, mais super vite.
Antoine? En 3 mots, donc pour respecter le cahier des charges. Non, dirais, non, oui. Bah, Je plaisante. Je dirais passage à l'échelle. En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on voit qu'on a un socle. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. On ne l'a pas forcément beaucoup redit, mais la réalité, c'est qu'on a des très bonnes formations en France sur le numérique. Et on a des très bonnes formations pour la santé également. Et donc, il faut s'appuyer sur ces forces maintenant pour se dire, on met à disposition de l'ensemble des acteurs métiers de notre système de santé le nombre de compétences et d'étudiants nécessaires pour continuer à évoluer. Donc c'est vraiment grandir sur cette logique-là. Et puis je l'ai dit tout à l'heure également, ce passage à l'échelle, pour moi, il est aussi européen. Odile? Oui, merci. Moi, j'aurais 2 souhaits. Le premier, c'est que cette formation, elle permette une appropriation en fait, de la transformation numérique par les acteurs, que ce ne soit pas uniquement une injonction descendante, un outil technique, mais que vraiment les directions, les équipes voient à quelle finalité ça va répondre. Donc c'est vraiment l'appropriation. Et le deuxième objectif, c'est que ça permette d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail. Et pour ça, ça veut dire que ça doit aussi passer par la formation, d'apprendre à scénariser les cas d'usage avec les équipes. Donc voilà, c'est vraiment les 2 axes pour moi. Ouais, moi, je vais vous répondre avec 3 mots. Pluriprofessionnelle, personnalisée et permanente. Très bien. Maurice? Alors, moi, je vous réponds en 3 syllabes. Rendez-vous. Alors, rendez-vous à Montpellier le 11 décembre 2025 pour la journée de rencontre de l'ensemble des formations au niveau national. Laurent Fourcade avait lancé la proposition, je vois qu'il y a des membres de son équipe à Limoges, et l'idée, c'est de se retrouver, de partager l'expérience pour construire ce qui va venir. Et il y a déjà pas mal de choses de faites, et ça va être un très beau moment, et tout aussi beau que ce qu'on vient de faire. Donc on est tous invités à Montpellier. Et c'est exactement ce que je voulais dire, voilà. en 3 syllabes. Professeur Di Patrizio, en 2 ou 3 mots? Moi, je rajouterai à ce qui a été dit, donc, alors, partenariat, cohésion, partage des compétences sur tout le territoire français. Et deuxième chose, c'est l'implication des usagers de soins dans la constitution de ces formations. On ne peut pas faire sans maintenant les patients témoins ou acteurs, parce que c'est vraiment cela dans un cadre de santé interactive, hein, et ça c'est important. Voilà, je m'arrête. Je pense que oui, le deuxième atelier donc, est en attente. Donc il n'y aura pas de questions de la salle en direct, mais par contre, bien sûr, si les intervenants le souhaitent, vous pouvez leur poser vos questions. Je remercie bien sûr tous les participants, que vous soyez ici en présentiel ou à distance. Et le professeur Patrick Nataf et moi-même, bien sûr, nous saluons avant tout nos collaborateurs canadiens qui nous suivent, même si pour eux c'est le matin, puisqu'ils se sont branchés effectivement donc sur cet atelier formation particulièrement. Donc merci à toutes, merci à tous de votre écoute, de votre participation. Merci à vous, chères intervenantes et intervenants, pour vos prises de parole. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui et merci beaucoup.